Salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo, et pas des moindres puisque c'est le dernier de l'année 2022, une année qui a été riche en émotions d'un point de vue immobilier pour moi et mes associés. Une année qui au final ne se termine pas mal, on va dire. Mais je sais qu'elle a par contre été très remuante et que le marché est en train de se retourner, il est en train de se passer des choses. Et donc du coup l'idée c'était de faire un épisode FAQ, donc foire aux questions. J'ai pu sélectionner via les différents réseaux sociaux du podcast plusieurs questions. On en a un peu moins de 10 et je vais répondre à ces questions dans cet épisode. Tout en sachant qu'il y a certaines questions que j'ai un petit peu retravaillées parce que c'était soit des questions que j'ai eues en doublon ou qui étaient peu précises et donc du coup je les ai un petit peu contextualisées de manière à ce que ça réponde un petit peu à tout le monde. Donc c'est parti avec les questions et on commence par celle de Laurence. Laurence qui est d'ailleurs chef d'entreprise et que je remercie pour son écoute assidue du podcast et ses nombreuses questions. Laurence nous demande: l'immobilier ressemble en beaucoup de points à l'entrepreneuriat. Avec ce constat, ne penses-tu pas qu'il y a quand même beaucoup d'échecs pour assez peu de réussite au final? Alors, Laurence, merci pour ta question. Du coup, non, je ne pense pas. Voilà, je vais essayer de commencer par une réponse un peu binaire et ensuite de développer à chaque fois parce que sinon ça fait un peu celui qui veut pas se mouiller et c'est pas mon cas. Donc non, je dirais que c'est pas pareil et ce pour plusieurs raisons. En fait, le marché immobilier, c'est quand même quelque chose d'extrêmement structuré et avec assez peu de variantes. C'est-à-dire que les points qui vont les points qui font qu'une opération est bonne, rentable, et donc du coup la réussite de cette opération au final, elle est régie par assez peu de points. Contrairement à l'entrepreneuriat, même si je suis assez d'accord, il y a beaucoup de points de convergence, mais en fait l'immobilier à titre d'investissement personnel, pour moi c'est quand même beaucoup moins risqué. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je dis souvent quand je rencontre des gens. J'ai même surpris les gens, là, il y a pas très longtemps, j'étais dans un apéro IMO, on était une dizaine ou une quinzaine, et j'ai un peu surpris tout le monde en disant, moi, si je devais recommencer à zéro, bah, je ferais pas d'immobilier tout de suite, même si j'adore ça, j'en ferai plus tard. Mais d'abord, je monterai une boîte. Parce que je pense qu'il y a moins de chances de réussite en créant une boîte d'une feuille blanche, en partant de zéro, qu'en faisant de l'immobilier. Mais par contre, évidemment, il y a plus de chances d'avoir un leverage plus important en faisant une boîte plutôt que dans l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier, quand tu pars de zéro, quand tu pars d'une feuille blanche, tu dois faire par exemple du capital, donc faire une première opération d'achat-revente, ou alors directement acheter un immeuble, faire des appartements à rénover pour mettre en location. Ben, en fait, ton leverage, il est juste composé du nombre de mètres carrés que tu peux louer, tu vois, et de l'optimisation que tu vas, du mode d'exploitation que tu vas choisir. Mais il n'y a pas non plus 100 façons de scaler, tu vois. Donc à l'échelle d'un bâtiment ou d'un bien immobilier unique, il y a assez peu de leverage. Tandis qu'une boîte, il y a énormément de leverage, tu vois, tu peux... Enfin, ouais, c'est pas le sujet du podcast, mais franchement, je pense que c'est différent. La prise de risque est plus importante dans l'entrepreneuriat, mais avec des possibilités de gains qui sont allez, infini. Je vais utiliser le mot infini. Et encore que toutes les boîtes ne sont pas scalables, mais bon, peu importe. Tandis que dans l'immobilier, c'est quand même régi par des. Voilà, c'est délimité par certains points. Le nombre de mètres carrés que tu as à ta disposition, la situation géographique, le mode d'exploitation, la fiscalité. Voilà, donc j'ai à peu près dit tout ce qu'il y a à savoir sur euh, les points qui vont créer soit de l'échec, soit de la réussite dans une opération immobilière. Donc ça fait une question euh, plutôt simple et une réponse plutôt longue, mais je trouvais que c'était intéressant, c'était une très très bonne question, Laurence, et je trouvais que c'était important de la présenter, cette réponse sous cette forme-là, parce que je pense qu'il faut pas se voiler la face. L'immobilier, c'est quand même une façon relativement safe de faire de l'argent. Et d'ailleurs, je conseillerais à personne de quitter son job au bout de quelques biens immobiliers. C'est pas vraiment une bonne stratégie.
Je pense que la bonne stratégie, c'est d'avoir déjà quelque chose qui crache de l'argent pour faire de l'immobilier à côté. Et le jour où il y a vraiment suffisamment de foncier, oui, là, on peut quitter son job. Ou alors créer une boîte dans l'immobilier. Mais là, c'est encore différent. Là, ce dont on parle dans le podcast de manière hebdomadaire, c'est plus de l'investissement. Fabrice, deuxième question, qui nous dit, peut-on investir si nous avons déjà une RP? Alors, j'ai trouvé la question intéressante. Oui, je vais répondre oui, on peut quand même investir dans l'immobilier si on a déjà sa RP. Par contre, je comprends bien, en plus je connais Fabrice, donc je comprends bien que la question elle est orientée en mode bah, j'ai ma RP, je dois déjà une mensualité de crédit qui est suffisamment élevée, qui est quasiment à la hauteur de mon taux d'endettement, qui est aux alentours de 25%, dans le cadre de Fabrice, peu importe. Mais toujours est-il que oui, on peut quand même investir quand on a une ERP, et je vais expliquer pourquoi je dis oui. La première chose, c'est que quand on a une ERP, souvent, on n'a pas les meilleures conditions de crédit, et donc du coup, elles sont renégociables. Par exemple, peut-être que c'est qu'un crédit sur 15 ans ou 20 ans. Donc, voir si on ne peut pas allonger la durée de crédit pour avoir des mensualités plus petites. Et donc, du coup, augmenter la surface, financière que l'on pourrait avoir par rapport à son taux d'endettement. Second point, quand on a une ERP, est-ce qu'on utilise toute notre ERP? Donc ça, je ne sais pas, évidemment, j'émets des hypothèses, mais il y a certainement des pièces, si c'est une maison ou un appartement, etc. Est-ce qu'on ne peut pas destiner une de ces pièces ou diviser et, et trouver un revenu locatif supplémentaire? Donc créer de la valeur via cette ERP qu'on a déjà. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, je pose la question. Dans tous les cas, quand on a une ERP, ce qu'on fait en fait, c'est que tous les mois, on va mettre de l'argent de côté. Donc oui, il y a un remboursement de crédit, mais il y a aussi des intérêts. Donc une fois qu'on a payé les intérêts, en fait, ça c'est ce que ça nous coûte. Le reste, c'est juste comme si on mettait de l'argent de côté. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Donc je vais pas tirer sur l'ambulance en disant que ouais, tous ceux qui ont acheté des RP, bah, ils ont rien compris au game. Je pense juste qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont dû faire un choix. Et peut-être qu'ils n'avaient pas connaissance de la possibilité de faire du locatif. Alors, pour certains, ça peut être un boulet. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut pas s'attacher à un bien immobilier. Moi, je suis du style à pas m'attacher aux biens immobiliers. Voilà, je les aime bien, j'adore la pierre, j'adore l'histoire, etc. Mais au final, je m'en fous. Je m'y attache pas plus que ça. Je suis pas du tout matérialiste, et pour moi, un bien immobilier, c'est un petit peu comme un canapé ou une voiture. Je m'en fous total. Donc, si vous devez vous en séparer parce que stratégiquement, c'est smart, mais faites-le, quoi. Franchement, faites-le. On s'en fout. C'est que de l'immobilier. Donc, des fois, c'est d'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un, un ami qui est coach, qui va se remettre la maison de famille, là où il a vu grandir un certain nombre d'années ses enfants, etc. Là, ils vont la remettre en vente, et eux, ils vont aller se mettre dans une loc qui leur coûtera peut-être un petit peu moins cher, mais c'est même pas ça le débat. Le débat, c'est juste de ne pas avoir en fait une surface de crédit, en fait, donc de l'argent à devoir amputé sur le taux d'endettement. Donc voilà. Donc quand on a une RP, on peut la conserver si on arrive à créer de la valeur, ou alors on peut aussi s'en séparer dans ce cas-là, emprunter plus. Et puis il y a toujours le fait qu'on n'est pas obligé d'acheter sur des grosses sommes. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas très bien compris encore, mais en fait, c'est très intéressant d'accumuler des biens immobiliers qui ont une petite valeur. Pourquoi? Bah, parce que c'est généralement des biens qui sont liquides. Donc ça veut dire que ça fait de ton patrimoine immobilier un patrimoine plutôt liquide et plutôt facile à travailler. Donc par exemple, tu peux acheter des petits appartements, des studios, hein, typiquement. Tu peux acheter quoi? Tu peux acheter des garages. Bon, après, c'est pas forcément mon dada. C'est pas, voilà, c'est pas forcément mon conseil premier, mais c'est pas grave. Disons que si tu as ta résidence principale, que tu veux pas la vendre et que tu n'as pas d'autres moyens et que tu peux emprunter que, je sais pas moi, par exemple 40 000 euros, ben 40 000 euros dans certaines régions, c'est 4 garages, tu vois. Ou c'est même un studio à 30 000 euros et 10 000 euros de travaux. Donc tu as déjà ton premier appartement. Et puis, ne pas négliger, ça c'est aussi autre chose que je dis, qui a un rapport direct avec la résidence principale, ne pas négliger l'argent que tu mets de côté en plus de ça. Parce que de toute façon, aujourd'hui, ça devient primordial d'avoir comment on appelle ça, de l'apport. Et donc, du coup, ne pas négliger le fait que ton apport, il peut avoir ça peut être aussi un levier intéressant
Donc, certes, ta résidence principale, elle t'handicape peut-être un petit peu, mais via de l'apport et via un dossier bien présenté, un dossier de rentabilité d'un projet, pas forcément sur un bien très cher, plus de l'apport, normalement, tu es capable d'aller financer quand même quelque chose malgré ta résidence principale. Et puis, il y a un truc qui est intéressant, et j'ouvre une parenthèse, là c'est intéressant, mais on n'en parle pas suffisamment. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire au banquier le pourquoi, tu vois. Il ne faut pas hésiter de se mouiller un petit peu, d'ouvrir son cœur et de dire au banquier, ben moi aujourd'hui j'ai un projet, c'est de pouvoir financer les études de ma fille. Donc là, elle a 14 ans, c'est pas le sujet, mais dans quelques années, elle va vouloir aller à la fac, elle va vouloir aller faire cette école de commerce à Lyon, à Bordeaux, à Paris, je ne sais où. Ça va me coûter une jambe, un bras, un foie. Donc faut pas hésiter à dire, moi je veux faire ça parce que c'est smart. Je sais que c'est pas forcément facile à financer pour vous, mais voici mon dossier, voici la renta que ça va dégager, voici le cash flow que ça va dégager. Donc en fait, il y a vraiment des moyens de persuasion qu'il faut utiliser. Moi, je pense que plus la situation économique est difficile, plus il faut être bon en négociation. Voilà. Moi, je pense que les meilleurs négociateurs, d'ailleurs, c'est les pires personnes. Et on peut voir ça dans le monde du gangstérisme, hein. Les malfrats, c'est des super négociateurs. C'est des fins négociateurs, c'est des mecs qui sont très bons. Ils négocient pour rien en plus, ils négocient juste pour se sortir d'une mauvaise situation, pour avoir rien en retour, juste pour s'échapper d'une situation, c'est des fins négociateurs. Donc moi je pense qu'il faut vraiment partir du principe que oui, malgré le fait que l'ERP est handicapante, il y a quand même des moyens d'investir. Et si jamais après, toi qui écoutes, tu as une question qui est un peu plus précise par rapport à ta situation, bah, tu peux la poser directement soit dans le fil Telegram de Pensée Imo, donc Pensée Imo tout attaché. Ça, c'est sur Telegram, ou sinon sur Chronique Imo Podcast sur Instagram. Alors ensuite, on avait une question de Romain. Romain qui nous dit, lors d'une visite d'immeuble, quelles sont les premières choses à regarder d'un point de vue technique? Réseau commun, isolation, etc., etc. Alors, pour la visite d'immeuble, moi j'ai tendance à dire c'est quoi les bases? C'est quoi le fondamental? Ben, le fondamental d'un bâtiment, un bâtiment c'est un cube, donc moi je parle souvent de, quand j'accompagne des gens, je leur dis quel est l'état du cube? C'est le premier truc que je leur demande. Donc la première chose à regarder évidemment c'est les sous-bassements, donc vérifier s'il y a de l'humidité sur les parties inférieures du cube. Évidemment, aller visiter les caves s'il y en a, garage, cave, etc. Donc tout ce qui est la partie basse, hein, tout ce qui est sous-bassement. Ensuite, il faut vérifier les murs porteurs, donc que ce soit intérieur et extérieur, vérifier l'encadrement des fenêtres, vérifier s'il n'y a pas des fissures filantes, comme on les appelle. Des fois, il y a des fissures qu'on appelle craques, qui sont pas graves, et il y a des fissures qu'on appelle filantes, qui sont, elles, beaucoup plus graves. C'est des fissures qui vont, par exemple, relier deux fenêtres entre elles. Donc un bâtiment où on voit un mur où il y a une fissure filante sur le crépi à l'extérieur, mais même à l'intérieur, mais c'est plus rare à l'intérieur parce que maintenant il y a des cloisons sèches à l'intérieur, c'est différent. Mais à l'extérieur, s'il y a une fissure filante entre deux fenêtres, alors là, ça peut être attention danger. Il y a une mauvaise répartition du poids et ça, c'est plus dangereux. Donc le cube, vérifier les murs porteurs, les sous-bassements et évidemment la charpente et la toiture. Et alors là, moi, c'est un petit peu ma bataille, hein. Pour moi, une visite d'immeuble qui ne se finit pas, ou en tout cas pour laquelle on n'aurait pas coché la case OK au niveau de la charpente et de la toiture, bah, c'est une visite incomplète malheureusement, hein. Donc ça, c'est terrible. Il faut absolument voir la toiture. Et je sais que on n'est pas tous aventuriers, on n'a pas tous une échelle télescopique dans son coffre, mais pourtant vous devriez. C'est très très intéressant. Moi, j'essaie de l'avoir autant que faire se peut le plus souvent possible dans la voiture. Et à chaque fois que je fais une visite, je passe par la trappe de visite. Ou s'il n'y en a pas, ben, on trouve une solution. J'ai même demandé une fois à un agent immobilier de sortir, enfin, de se faire prêter un drone pour nous montrer des images de la toiture. Parce que évidemment c'est des coûts qui sont très importants et il faut quand même aller vérifier, même si des fois il n'y a pas une toiture, il faut quand même aller vérifier l'état des tuiles, voir s'il n'y a pas des tuiles manquantes ou cassées, etc. Et la charpente, c'est deux choses différentes. La charpente, c'est pour voir l'état des bois et la présence par exemple de capricorne, enfin de termites, etc. Donc ça, c'est très important à vérifier. Voilà ce que je dirais par rapport à la structure.
Et ensuite, il y avait, je crois, une question sous-jacente qui était les réseaux, donc les réseaux de commun, hein, donc eau, électricité et gaz, mais le gaz, ça se fait de moins en moins et je parlerai pas de gaz parce que j'y connais rien. Pour l'eau et l'électricité, ben en fait, ça va dépendre de la surface totale, mais pour un bâtiment, on va dire, avant 1940, souvent, il n'y a pas de... Comment dire? L'eau, l'électricité n'est pas gainée, donc ça peut être à des endroits différents. Sinon, il faut que ça soit dans une colonne, et il faut que cette colonne, elle soit visitable. Donc l'électricité d'un côté, l'eau de l'autre, ou alors tout ensemble, mais avec, si je dis pas de bêtises, 25 ou 27 centimètres d'écart entre les deux réseaux. Et ensuite, voilà, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Bah, par exemple, les descentes d'eau pour l'évacuation, ça doit être du minimum 100 millimètres pour 3 appartements maximum. Au-delà de 3 appartements, ça devient 125. Au-delà de 4 appartements, c'est du 150. Et pour les grosses copros, c'est du 300. Pour les arrivées d'eau, normalement, maintenant, on peut tout passer en PER et les finitions en cuivre. Encore que j'ai quand même beaucoup d'entreprises en réno qui font de la finition en PER. J'ai pas de notion de débit à te donner par rapport à l'eau. Et ensuite, pour l'électricité, non, il faut compter des tableaux. Partir du T2, je crois qu'il faut des tableaux. Donc, il faut un Linky individuel avec un tableau qui apporte au minimum 3 kilowatts pour les studios et 6 kilowatts à partir du T2. Donc, 6 kilowatts par appartement quand tu es en tout électrique. Et que tu as un chauffe-eau électrique. Voilà, j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Peut-être que j'oublie quelque chose, auquel cas, il ne faudra pas hésiter à me le mettre dans les commentaires et je pourrais en parler dans un autre épisode. Ensuite, on avait la question de Séverine. Alors, Séverine qui nous dit comment maîtriser ou optimiser ses coûts de travaux. Alors, c'est une question très large, mais très importante. Effectivement, aujourd'hui, on voit que le marché commence à se tendre un petit peu partout, même les villes moyennes. On comprend que les gens, ils essaient de se caler sur ce genre de ville. Et donc, du coup, si on a assez peu de marge de négociation et que les prix des biens augmentent par défaut, il faut trouver à gagner sur la partie travaux. Donc moi, je suis assez d'accord avec ce constat-là. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord de vouloir tout le temps optimiser. Pour moi, il y a une grande différence entre maîtriser et optimiser. Tu vois, par exemple, moi, je vais être tout à fait d'accord de mettre des budgets maîtrisés dans les matériaux de passage, les matériaux de débit, les matériaux qui sont utilisés tout le temps, en fait. Exemple, le sol, les douches, les toilettes, tout ça, pour moi, il faut que ça soit du top qualité, il faut que ça soit du premium. Et par contre, là où je vais chercher de l'optimisation, ça va être dans les meubles et la décoration. Donc ça peut faire un peu rat, dit comme ça, mais moi j'assume ce statut-là, il n'y a aucun souci avec ça. Je dirais que tout ce qui est meubles et décoration, on s'en fout. C'est pas grave, franchement, ça coûte pas des tonnes. Mets un truc à la mode, mets des choses à la mode, essaye d'aller chercher à la quantité, et du coup tu auras des meilleurs prix. Mais par contre, pour les sols, tout ce qui est faïence, carrelage, parquet, salle de bain, robinetterie, très très important. Ne pas prendre la robinetterie premier prix de Castorama ou de Leroy Merlin, ne jamais faire ça. Euh, voilà. Donc ça, on va dire que c'est pour la partie matériaux. Et ensuite, évidemment, je dirais que le meilleur moyen de maîtriser ses coûts de travaux, Séverine, c'est de pas. Alors, c'est d'acheter des surfaces importantes. Moi, par exemple, j'ai toujours la possibilité de discuter sur les devis parce que j'achète des immeubles. Et donc, du coup, quand je fais bosser dans un immeuble, je fais rarement bosser que pour un appartement. C'est très rare. Donc, en fait, j'amène du boulot peut-être pour 1, 2, voire 3 mois. Donc, la personne, ça lui garantit de l'argent, en fait. Et donc, quand elle. Alors, déjà, d'une, j'ai plus de facilité à l'avoir sur mon chantier, c'est-à-dire qu'elle peut se libérer pour me donner du temps à moi parce qu'elle sait qu'au moins je lui apporte du gras pendant plusieurs mois. Et en plus de ça, la personne va être plus flexible sur le coût des travaux et elle va peut-être plus se baser sur ce qu'on appelle des forfaits que sur des prix au mètre carré. Mais dans tous les cas, quand tu ramènes ça au prix au mètre carré, ça va faire moindre que sa moyenne habituelle avec un client qui va faire en one shot. Parce que tu imagines bien que quand tu dis un carreleur, je fais appel à toi, j'ai 4 salles de bain et 4 cuisines, plus éventuellement
les toilettes, ben, forcément, lui, il se dit quoi? Ben, il va amener tout son matériel en une fois au même endroit. Il va passer en une seule journée, en fait, il va faire ses découpes et ensuite il aura plus qu'à poser. Donc, tu vois, en fait, c'est plus facile quand il y a plus de mètres carrés. Donc, je dis toujours, bah, évidemment, c'est difficile hein, quand on n'a pas tous les moyens ou on n'a pas tous l'opportunité d'acheter des immeubles. Mais en fait, plus il y en a, plus c'est facile à négocier. C'est toujours, c'est la théorie des prix Carrefour, hein. Vous savez, quand ils nous font une ou deux fois dans l'année le coup des ouais, acheter les packs famille, là, les packs famille, je sais pas comment on appelle ça, acheter en gros, eh ben, en fait, c'est tout simplement parce que eux, ça leur coûte moins cher en transport, ça leur coûte moins cher en manutention, donc en main-d'œuvre, etc. Et voilà, et donc c'est exactement la même chose. Donc, le meilleur moyen de maîtriser, c'est sur la quantité. Et le meilleur moyen d'optimiser, ben, toujours pareil, mais pas forcément aller chercher de la qualité sur des trucs de finition parce qu'on s'en fout un peu. Les appartements, c'est des lieux de vie. Même pour beaucoup, maintenant, c'est des lieux de travail. Donc, faut pas hésiter, voilà, à mettre un coup de neuf de temps en temps. Et puis, ça, c'est pas le plus important. Allez, next, on a Maxence qui nous pose la question quels sont les intérêts d'investir en SCI plutôt qu'en indivision vis-à-vis de la holding? Alors celle-ci, elle est un peu coton. Pourquoi? Parce qu'en fait, les intérêts, ils vont dépendre des personnes très souvent. Mais je vais quand même tenter d'y répondre parce qu'elle est intéressante et elle a le mérite d'être évoquée parce qu'on en entend beaucoup parler, mine de rien, sur les réseaux, etc. Alors quand même, je vais dire que je suis pas comptable, ni notaire, ni avocat fiscaliste. Donc voilà, il y a peut-être des conneries qui vont sortir. À un moment donné, je ne sais pas tout. Alors disons que l'intérêt d'investir en SCI plutôt qu'en indivision vis-à-vis de la holding, eh ben, c'est qu'en fait la holding, elle va détenir une partie de la SCI. Et toi, tu seras juste actionnaire, en fait. Tu seras sur une partie. Tu peux pas acheter en indivision. Par exemple, tu peux pas dire le bien A, je prends 50% pour moi et 50% de ce bien, c'est la holding qui va la détenir en nom propre, tu vois. C'est pas possible parce que le bien, ça n'existe pas en fait. Ce montage-là ne peut pas être rendu. Du coup, si tu es en indivision, c'est forcément des personnes physiques. Si c'est une personne morale, donc à savoir la holding, qui est une société ni plus ni moins, c'est une coquille, hein, c'est une société d'investissement, bien souvent, qui sert en fait à distribuer du capital ou à faire remonter du capital. Bah, en fait, en SCI, ça va te permettre de créer ce qu'on appelle des flux, donc des flux de trésorerie, mais on va appeler ça des flux, c'est pas grave. Et en fait, si la holding, elle est associée avec toi à 50% du bien A, eh bien, à la fin de l'année, quand il y a distribution des dividendes ou distribution de ce qui reste en fait dans la société, eh bien, potentiellement, cette SCI, elle peut envoyer 50% de ce qui reste en positif, elle peut l'envoyer dans la holding, comme ça. Elle le fait remonter, elle met l'argent dans un tuyau, le tuyau, hop, il remonte dans la holding. Et là, il y a un taux d'imposition qui est quasiment à zéro. Je ne peux pas te dire exactement, je sais qu'il y a des conventions qui sont possibles, et ça va dépendre de ton type de holding et de ton type de SCI. Alors évidemment, on ne parle que de SCI à l'IS dans ce cadre-là, et non pas de SCI à l'IR, sinon c'est encore différent. Mais à l'IS, tu peux être imposé jusqu'à 5% en faisant remonter des fonds dans ta holding si tu les réutilises pas pour un autre investissement. Si tu le réutilises pour un autre investissement, sauf erreur de ma part, tu peux être imposé jusqu'à au minimum 0,75%. Donc c'est très intéressant, ça va dépendre de ton montage et tout ça, il faut que ça soit géré par des experts comptables, hein, c'est toujours le mieux. Donc l'intérêt principal, c'est de financer des nouveaux projets. Si je devais le résumer en une seule phrase, ce serait ça. Ou de te payer d'une autre manière. Mais en fait, l'argent, quand il est dans les SCI, tu ne te le verses pas à toi-même, en tout cas pas directement. Tu peux, mais dans ce cas-là, tu acceptes de te faire imposer, en fait. Donc, dans le cadre où tu n'as pas forcément besoin de cet argent tout de suite et que tu veux continuer à monter des projets, ben en fait, ta SCI du bien A, elle te fait remonter l'argent dans le tuyau jusqu'à la holding par exemple H. Et là, tu as un nouveau bien que tu as zioté, sur lequel tu as fait une offre qui a été acceptée. Et donc là, paf, tu remontes une petite SCI sur lequel tu vas mettre cette holding toujours à... Je reprends les exemples de tout à l'heure, hein, 50% la holding, 50% toi, tout en sachant qu'il faudra
dans certains cas que la holding soit minoritaire et dans d'autres cas que la holding soit majoritaire. Ça va dépendre de combien toi tu apportes, en fait, de quelle est ta surface financière. Plus toi, ta surface financière en tant que personne physique, elle est bonne, plus c'est toi qui dois être mis en avant dans la répartition des parts sociales. Plus c'est la holding qui a des... Si la holding, par exemple, elle a des plus gros revenus parce que il y a une société commerciale qui fait rentrer beaucoup de fonds dans cette holding, bah c'est la holding qui doit être majoritaire. Mais enfin bref, tout ça pour dire que c'est toujours celui qui a le plus d'argent qui doit être majoritaire, parce que la banque, elle va vouloir mettre le plus de garanties sur la tête de celui qui a le plus d'argent, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Et dans le cadre des holdings, ce qu'il faut dire, c'est que, juste je le dis maintenant, parce qu'il ne faut pas croire que c'est si simple que ça, les banques, oui, elles financent des SCI sous cette forme-là, ça existe, hein, juridiquement parlant, il n'y a pas de souci, c'est légal, c'est propre, etc. Les banques, elles connaissent. Par contre, le processus pour valider ce genre de dossier, il est quand même un petit peu plus long. Quand c'est des SCI familiales, exemple, toi, ton frère, ou toi, ton père, ou toi, ta femme, ton fils, etc., ça passe par certainement un process en 2 ou 3 étapes. Quand c'est moi via ma holding, plus moi, plus ma femme, plus tu vois ce que je veux te dire. À un moment donné, les banques, elles essayent quand même de faire attention à la répartition du risque et forcément, il va y avoir des passes dans le processus un petit peu plus difficiles. Mais ça se fait quand même. Et d'ailleurs, c'est une très très bonne stratégie si tu veux accumuler de l'immobilier. Et par contre, juste, je fais un disclaimer tout de suite. Si, je crois que c'est Maxence qui me pose la question. Ouais, Maxence, si t'as pas encore de biens ou que t'as que un ou deux biens, genre en nom propre et même pas en SCI, la question elle est trop tôt pour se la poser, hein. Je te le dis tout de suite, c'est pas pour maintenant. Accumule plusieurs biens, fais des SCI, montre à la banque que tu es capable de gérer des SCI, qu'elles sont toujours dans le vert, avant de... Voilà, tu peux très bien monter ta holding, mais ça va juste te coûter des frais et ça va servir à rien tout de suite. Ah, bah dis donc, c'était un sujet intéressant. Moi, ça me passionne aussi un petit peu, hein, la fiscalité, même si j'avoue que je la délègue. Pour terminer, ah non, pardon, on a encore 3 questions. Alors, on a Antoine qui nous dit présentation. Ah ouais, alors là, ah oui, en fait, ça c'était un petit peu corrélé. Donc, présentation et fonctionnement général de la holding. Bah voilà, bah, j'ai un petit peu répondu. La présentation de la holding, c'est une société qui est au-dessus, en fait, d'autres sociétés et qui peut aussi être mis en dessous d'autres holdings ou d'autres sociétés. Donc, en fait, c'est un système de cascade et donc tu la places où tu veux dans ton organigramme, mais il faut elle ait une fonction en fait. Elle a un rôle qui est de redistribuer du capital ou en tout cas ou de capitaliser tout simplement pour une raison ultérieure ou pour verser des salaires. Ça peut être aussi le cas. Donc ça c'est le fonctionnement général d'une holding. Engranger de l'argent ou en redistribuer. Voilà. Mais il faut qu'elle soit connectée à d'autres choses. Elle ne sert à rien, sinon c'est qu'une coquille vide. Donc ensuite, on a Raphaël qui nous dit en moyenne combien de temps mets-tu pour louer un appartement dès la fin des travaux? Très bonne question, Raphaël, qui est difficile à répondre. Je dirais que Alors, je vais donner une fourchette. Le minimum, c'est le jour J. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de louer le jour J. Parce que mise en relation, très bon dossier, etc. Donc c'était validé avant. La personne était OK pour arriver dans un appartement qui venait tout juste d'être fini, donc il y aurait peut-être des finitions repassées, etc. Et le pire, je pense que c'est un peu plus d'un mois et demi. Le pire, enfin, je ne devrais pas utiliser ce mot-là, hein. Un mois et demi après la fin des travaux, c'est que dalle, hein. Faut pas se mettre la pression. Si dès le premier mois de mise en location, tu trouves personne, il suffit que ça tombe, comme par exemple en ce moment, un mois de décembre ou un mois de janvier, c'est pas forcément le meilleur moment pour accueillir des nouveaux locataires parce que c'est pas des mois de mouvement. C'est très rare que ça se passe sur ces mois-ci. Donc si on devait tirer une moyenne, je dirais du coup entre ces deux dates-là, je dirais 17 jours à peu près, entre 17 et 20 jours. Maintenant, qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte? Moi, je connais Raphaël, donc je sais très bien de quel bien tu parles, dans quelle commune, mais effectivement, la commune, ça va jouer, le quartier dans la commune, ça va jouer, même des fois la rue dans le quartier, ça va jouer sur le délai afin de trouver un locataire. Et puis, il y a peut-être aussi
Un autre paramètre qui est important de préciser, c'est la façon dont on gère les dossiers de location. C'est-à-dire, bah, quand on n'a pas l'habitude, peut-être qu'on peut faire des maladresses sur les documents qu'on demande. J'ai accompagné quelqu'un récemment qui demandait trop de choses. Vraiment trop, c'était pas possible. Et au final, on s'est rendu compte que en étant un peu moins incisif dans ses demandes et en laissant les gens expliquer leur situation, ben on a trouvé des locataires pour lui. Mais voilà, donc évidemment, le quartier, la démographie, la période de l'année et la façon dont on est à l'aise ou pas avec la constitution du dossier, ça va jouer, tous ces paramètres-là vont jouer sur le délai pour trouver un ou des locataires. Et puis évidemment, bah, des fois, il y a aussi le facteur chance, hein, à un moment donné. Voilà, il faut le dire, hein, il y a des fois où on n'a pas de chance, on n'a que des dossiers où c'est pas facile, il y a trop de détails qui sont. Voilà, il faut aussi le sentir, quoi, le locataire. Si on ne le sent pas, faut pas y aller, il vaut mieux. Moi, je dis souvent, il vaut mieux avoir 1 ou 2 mois de vacances locatives plutôt que 1 ou 2 mois de loyer non payé, pardon. Parce que ce n'est pas du tout pareil psychologiquement pour toi, ni même pour ton locataire. C'est-à-dire que si ton locataire il peut pas te payer, ça va le mettre dans une situation défensive et toi aussi, et ça va être infernal en fait. Ça risque même de te ronger. Donc pendant 1, 2, 3 mois, il y a très très peu de chances que ça se finisse bien. Il y a plus souvent, c'est plus souvent le cas d'ailleurs que ça se finit mal, et des fois ça peut même gangréner et ça peut rester pendant des mois, des semestres et même des années, hein, avant de faire partir quelqu'un qui ne paye pas parce que victime d'un mauvais choix. Donc vaut mieux perdre sur de la vacance locative parce que c'est pas grave la vacance locative. C'est naturel, c'est normal. Surtout dans les villes moyennes, faut pas s'en inquiéter. Si tu as fait ton étude de marché, dans le sens où tu as regardé l'étude démographique, il y a des turnovers, il y a des périodes dans l'année où c'est plus simple. Voilà, mais il vaut mieux ça plutôt qu'un locataire qui paye pas, tout en sachant que évidemment, un locataire qui paye pas, c'est pas le diable en personne, hein. Il faut aussi savoir l'écouter, voir ce qui se passe, la situation de vie. Est-ce que c'est permanent? Est-ce qu'on peut échelonner les impayés, etc. Enfin bon, c'est encore un autre sujet, mais voilà. Voilà Raphaël pour ta question. Et ensuite, on a Arnaud qui nous demande comment faire une bonne négo ou alors comment être sûr d'acheter au bon prix. Ouais, c'est un petit peu la même question, tournée différemment. Donc merci Arnaud pour cette question. Alors, bon, j'aime bien me présenter la chose comme ça. Quand tu vas acheter, je sais pas, une baguette de pain ou 1 kilo de farine au supermarché euh, ou dans ton épicerie, là on te dit c'est 1,20 €. Voilà. Les deux, c'est 1,20 €, la baguette de pain ou les 500 grammes de farine ou le kilo de farine. On te dit c'est 1,20 €. Bon, ok, c'est comme ça. J'ai envie de te poser la question. Est-ce que, à toi et à tous ceux qui nous écoutent évidemment, ça ne t'est pas destiné qu'à toi, est-ce que 1,20 € c'est le juste prix? Est-ce que c'est le bon prix pour cette baguette ou pour ces 500 grammes de farine? J'aurais tendance à dire que c'est le bon prix pour la farine, mais pas pour la baguette, tu vois. Mais parce que je te parle avec moi ce que je connais du coût pour fabriquer le pain et, de combien de baguettes tu peux faire avec de la farine. Et donc tu vois, en fait, tout ça, c'est très lié à notre perception à nous de ce que l'on sait faire et de ce que l'on ne sait pas faire. Moi, par exemple, tu me donnes du pain, tu me donnes, pardon, de la farine, je suis pas sûr de savoir faire le pain. Même si, grosso modo, je pense qu'avec de l'eau, du sel et de la levure boulangère, il y a moyen, tu vois. Un petit tuto YouTube et ça peut le faire. Mais donc, en fait, je reprends ta question. Ta question, c'est comment faire une bonne négociation. Une bonne négociation, en fait, ça part du principe que tu te mets des limites. Tu te mets des capteurs, en fait. Donc, tu te mets un capteur minimum, un capteur moyen et un capteur haut. Si ton capteur, c'est de te dire que ben, par rapport au prix au mètre carré brut, hein, sans travaux, tu acceptes d'aller jusqu'au... Le capteur le plus haut, c'est par exemple 1000, parce que tu sais que pour refaire à neuf, un truc que tu achètes 1000 € qui est délabré pour refaire à neuf, ça va te coûter entre 800 et 1000 € du mètre carré, donc tu as 2000 € du mètre carré produit fini. Est-ce que ça correspond au prix de ton marché?
Tu vois? Est-ce que sur ton marché actuel, un bien fini, c'est 2000 euros du mètre carré? Si c'est 2005, dans ce cas-là, c'est le bon prix. Si c'est 1008, dans ce cas-là, t'es trop cher. Donc il faut que tu négocies. Donc c'est très corrélé, en fait, c'est des mathématiques, c'est très corrélé à combien vaut le prix au mètre carré fini, louable, meublé, sur ton secteur. Euh, voilà, c'est souvent comme ça que je présente la chose. Et donc, t'es jamais. En fait, enfin, je sais que pour le premier coup en immobilier, on a, on n'est pas à l'aise par rapport à ça. Je le sais parce que je m'en rappelle. Moi, mon premier coup, j'ai fait un super coup. Mais même sachant que j'ai fait un super coup, je me suis dit, c'est pas normal. J'aurais pu faire mieux. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu mieux que moi. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été plus agressif, qui a eu plus de culot, qui aurait attaqué plus. Et en fait, le piège, il est là. Le piège, c'est de se dire, c'est pas parce que tu as eu une acceptation que tu as forcément acheté au mauvais prix. Tu as même fait peut-être un super deal. La réalité, c'est que toi, ta moyenne, c'est grâce à tes capteurs. Et ensuite, si tu es en dessous, eh ben, il faut réussir à se satisfaire. Et la problématique du cerveau humain, c'est que sur le premier, voire même le deuxième coup, c'est pas encore entré à 100%. Tu vois, c'est pas encore imprimé. Mais moi, je peux te le dire avec le nombre d'opérations que j'ai faites, maintenant, quand l'offre elle est signée et qu'elle est contre-signée, même avant qu'elle soit contre-signée, si l'agent immobilier il la présente, c'est que je sais déjà que c'est le bon prix pour moi. Et bon, évidemment, après, c'est un ping-pong, hein. La personne, elle revient, elle fait une contre-offre, on repropose quelque chose. Tant qu'on reste dans le cas, entre le capteur bas et le capteur moyen, moi, j'estime que c'est un bon prix. Voilà. C'était tout pour cette question. Je pense que aussi elle va beaucoup dépendre du secteur dans lequel tu recherches. J'avais une petite question bonus qui est encore une fois de Raphaël qui me demande c'est quoi mes biscuits préférés. Je crois que mes biscuits préférés, ce sont ceux de Féric Biscuit de Montpellier. Voilà, je vous invite à regarder ça sur Instagram. Voilà pour les questions du jour pour cet épisode FAQ. J'espère que ça t'a plu, toi qui écoutes. Peut-être que tu attendais la réponse avec impatience. J'espère que ça a pu t'aider. En tout cas, moi, juste, je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié cette première année de podcast. On n'a pas fait une année entière, puisqu'on a commencé, je crois, au mois de mai. Mais j'ai adoré l'exercice. Et évidemment, on continue, on réitère sur 2023. Il y a plein de choses qui arrivent. Lourd, notamment avec mes associés. Et donc, du coup, j'aurai plein d'aventures immobilières à vous partager, des aventures de travaux, des aventures de financement. Alors là, les financements, ça, c'est un gros sujet. D'ailleurs, il y a eu des questions sur le taux d'usure et les financements, mais vu que j'ai fait un épisode hors série il n'y a pas très longtemps, j'ai pas voulu rajouter de questions par rapport à ça aujourd'hui. Donc je redirige tout le monde vers le hors série qui date du mois dernier, de novembre, ouais, de mi-novembre. J'ai fait un hors série spécial financement, taux d'usure, etc. Voilà, donc je remercie toutes les personnes qui écoutent assidûment et même ceux qui écoutent de temps en temps, ça me fait quand même plaisir. Et je vous dis à bientôt pour 2023 et passez de bonnes fêtes.